Dans la grande salle, c'est seulement le discours qu'on envoie au peuple du monde. Parce que la grande salle, c'est la seule tribune où tout le monde vient parler. C'est le seul endroit où tu viens dire n'importe quoi. Tu peux même te lever, insulter Donald Trump alors que tu es aux États-Unis. Personne ne te verra rien. Parce que c'est ton heure de parler. Tu peux rester là-bas. Vous avez vu Ahmadinejad, l'ancien président iranien. Il allait là-bas, il insultait les Américains. Il disait que les États-Unis, c'est le démon de la terre, tout ça. Il jetait les papiers. Personne ne le dit rien. Kadhafi allait à l'ONU, il a parlé, il a pris la charte de l'ONU, il a jeté. Personne ne lui a rien dit. C'est pas Hugo Chavez, c'est quel pays même Hugo Chavez? C'est le Venezuela. Il est passé plusieurs fois à la tribune des Nations Unies. Il a parlé, il a insulté les Américains, il a insulté les Bush, tout ça. Il a jeté les papiers. C'est le seul endroit, c'est un défouloir. Ouais, on se calme, Prenez votre temps pour suivre cette vidéo du boost qu'on a fait. Et vous allez comprendre ce que M66 est parti faire à New York. Mais à partir du moment où vous avez un ministre des Affaires étrangères qui va dire que tu vas dire au Togo, si vous n'apportez pas une information contraire, par exemple les prisonniers politiques, les gens qui meurent en prison, les gens qui sont torturés, comment est-ce que les autres sauront que le pays ne va pas bien? Il faut apporter. Beaucoup de personnes qui comme moi ont demandé qu'est-ce que M66 fait à New York. Beaucoup de personnes attendaient à ce qu'on voit M66, membre de M66, à la tribune de l'ONU pour parler. Mais en réalité, nous tous nous avons eu tort. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, les gens critiquaient M66. Oui, où sont-ils passés? Ils ont été rejetés, ils ne sont pas autorisés à parler à la tribune, ainsi de suite. Les gens ont critiqué leurs actions. Les gens disent qu'ils se sont allés là-bas pour contempler les meubles, les rues, les places, les fêtes et tout ça là. Mais en réalité, ce ne sont pas des gens d'M8. Alors, qu'est-ce qu'ils ont concrètement fait là-bas? Parce que les démarches que M66 ont menées à New York dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, ce n'est pas pour aller parler à la tribune, parce que la tribune n'est réservée qu'au gouvernement des pays du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'ils sont partis aller faire? Dans cette vidéo, vous allez comprendre les coulisses, ce qu'ils ont fait, les travaux qu'ils ont fait là-bas, vous allez comprendre, et les impacts que ces travaux ont sur la lutte. Aujourd'hui à 20h GMT, M66 sera en live pour vous expliquer tout ce qui s'est passé et ce qu'ils veulent encore faire dans les jours à venir. Restez concentrés sur cette vidéo et laissez vos commentaires dans l'espace commentaire pour dire ce que vous pensez de cette lutte. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Alors, nous allons parler de nos amis de M66 plutôt, qui étaient du côté des États-Unis et de New York. Avant que je n'aborde ce sujet-là, je voudrais faire quelques précisions assez importantes pour que les gens comprennent dans quel cadre des grands frères comme Dani Aïda, M. Plaka et les autres ont aidé nos jeunes frères à aller déposer des courriers aux Nations Unies. Il n'a jamais été question, quelque part, en tout cas je n'ai jamais entendu dire quelque part que nos jeunes frères de M66 allaient aux Nations Unies pour aller parler à la tribune des Nations Unies. Je n'ai jamais entendu ça. Si quelqu'un l'a une fois entendu, que la personne le dise. Moi je n'ai jamais entendu. Ouais, il a été dit quelque part que les Togbovi PC allaient aux États-Unis pour aller à New York pour aller parler à la tribune des Nations Unies. Les assemblées générales des Nations Unies, c'est tout un cadre. C'est un cadre de contact. C'est le seul endroit pendant 2 semaines où tous les États se retrouvent. Et dans les dispositions de la SDN, là je retourne dans l'histoire, de la SDN, et même plus tard de l'ONU, il y a toujours une porte que l'institution a toujours ouverte pour les peuples. Et quand je parle des peuples, les ONG, les associations, les individus. Et c'est cette porte-là que plusieurs peuples ont toujours saisi quand il s'était agi des questions d'indépendance, de faire des pétitions en direction de l'ONU. Et le Togo étant un pays qui a beaucoup utilisé les pétitions pour attirer l'attention de l'ONU pour son indépendance, les Togolais devaient savoir qu'en dehors des États, les peuples ont toujours eu accès à l'ONU, d'une manière ou d'une autre. Et c'est même dans les textes de l'ONU. Il a dit dans les textes de l'ONU que les personnes
les groupes, les ONG peuvent déposer des plaintes aux différentes branches de l'ONU. C'est écrit en anglais. The individuals, groups, or NGOs can also submit complaints directly to specific Human Rights Council under the complaint procedure. Donc, c'est écrit dans les textes. Et quelqu'un comme Dani Aïda, qui est dans le mécanisme des Nations Unies depuis 20 ans, ne peut pas amener nos petits frères pour se promener aux Nations Unies, quand même, et regarder les immeubles à New York. Donc, quand il y a une grande conférence des Nations Unies, notamment à New York, les États ont la parole dans la salle. Mais en dehors de la salle, il se passe énormément beaucoup de choses. C'est les rendez-vous que vous prenez d'avance, avec les représentations permanentes, parce que chaque État a une représentation permanente qui est ouverte. Toutes les branches de l'ONU ouvrent leurs portes. Que ce soit le PNUD, que ce soit l'UNICEF, que ce soit le HCR, que ce soit, je ne sais pas comment on les appelle, toutes les branches de l'ONU que vous connaissez ouvrent leurs portes. Et donc, la seule condition d'être reçu, c'est que vous preniez un rendez-vous d'avance. La FAO, tout ça là, voilà, tout ce que vous connaissez, tout, parce que c'est le seul endroit où tout le monde vient et l'ONU ouvre toutes les portes. Maintenant, ce qui se passe dans la grande salle, mais ce qui se passe dans la grande salle, c'est seulement le discours qu'on envoie au peuple du monde. Parce que la grande salle, c'est la seule tribune où tout le monde vient parler. C'est le seul endroit où tu viens dire n'importe quoi. Tu peux même te lever, insulter Donald Trump alors que tu es aux États-Unis. Personne ne te verra rien. Parce que c'est ton heure de parler. Tu peux rester là-bas. Vous avez vu Ahmadinejad, l'ancien président iranien. Il allait là-bas, il insultait les Américains. Il disait que les États-Unis, c'est le démon de la terre, tout ça. Il jetait les papiers. Personne ne lui dit rien. Kadhafi est allé à l'ONU. Il a parlé, il a pris la charte de l'ONU, il a jeté. Personne ne lui a rien dit. C'est pas... Hugo Chavez, c'est quel pays même Hugo Chavez? C'est le Venezuela. Il est passé plusieurs fois à la tribune des Nations Unies. Il a parlé, il a insulté les Américains, il a insulté les Bush, tout ça. Il a jeté les papiers. C'est le seul endroit, c'est un défouloir. La tribune des Nations Unies, c'est un défouloir. Mais mais les choses sérieuses ne se passent pas à la tribune. Les discours, tout le monde vient prononcer son discours, il part. Et les discours qui attirent plus d'attention, c'est les discours des puissances. Si les États-Unis parlent, si la Russie parle, si la France parle, si le Brésil parle, si l'Australie parle, si l'Allemagne parle, si la Chine parle, ces discours sont très suivis. Après, quand il y a les petits pays qui viennent parler, les gens quittent même la salle. Vous avez vu Robert Doucet, quand il parlait, il n'y avait personne. Parce que les vraies choses ne se passent pas dans la salle. La salle, c'est juste pour les discours. Après, c'est tous les rendez-vous qu'il y a tout autour de l'événement. Tous les hôtels qui sont à côté, les permanences que les Nations Unies ouvrent pour tous ceux qui viennent déposer des dossiers. Je donne un exemple. Nous, au niveau de la presse, puisque moi, en tant que journaliste, on a fait des plaidoyers. Au niveau de la presse, quand il s'était agi de faire de lobbying à l'ONU pour qu'on criminalise les crimes contre les journalistes, on est allé voir le groupe aux Nations Unies qui s'occupe de la presse, de la liberté de presse. Et il faut prendre des rendez-vous. Si les gens sont libres, ils vont vous recevoir. S'ils ne sont pas libres, ils vous diront plus tard. Donc, si vous arrivez aux Nations Unies et que vous voulez rencontrer les gens qui sont tout autour des événements, parce qu'il y a des permanences qui sont ouvertes, vous prenez rendez-vous 2 semaines avant. Vous voulez voir, comment on appelle ça, la permanence de la France, vous voulez voir la permanence des Nations Unies, vous voulez voir la permanence de l'Union européenne, vous voulez voir la permanence même de l'Union africaine, vous voulez voir la permanence de la CEDEAO, vous voulez voir la permanence de l'Allemagne, vous envoyez un mail. Après, vous voulez voir les branches de l'ONU, le HCDH pour les droits de l'homme, la FAO pour l'agriculture, le PNUD pour le développement, le HCR pour les réfugiés, et le Conseil des droits de l'homme pour les femmes qui sont, tout ça, le côté environnement, toutes les permanences sont ouvertes. Et ça ne se passe pas dans la salle. Ça ne se passe pas dans la salle. Le BIT, le bureau du travail, parce qu'il y a les syndicalistes qui ont voyagé. C'est le seul endroit où tout le monde vient faire son plaidoyer. Les aborigènes d'Amazonie, d'Australie, qui veulent introduire, qui veulent saisir des branches de l'ONU pour se plaindre de comment on est en train de détruire la forêt. C'est là-bas où ils vont. Les femmes qui sont victimes d'excision, ils vont saisir
la branche de l'ONU qui s'occupe des droits des femmes. Ou bien ils vont choisir les États, ils vont voir les États qui font la promotion de cette... Généralement les États scandinaves. Quand vous voulez vraiment faire porter une cause liée aux femmes, les gens vont saisir la Finlande, la Suède, le Danemark, qui ouvrent leur permanence à l'ONU. Vous avez tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui vont voir l'OMS. Est-ce que vous voyez tout ça dans la salle? Ça se passe dans la salle. Tout ce que je dis là, vous voyez ça dans la salle. Macky Sall a animé un grand forum en marge de l'Assemblée générale sur le climat. Parce que Macky Sall est aujourd'hui le représentant, je ne sais pas quoi, pour le climat, tout ça. Il a animé une grande conférence. Vous pouvez aller sur la page de Macky Sall, qui a rassemblé des pays comme le Kenya, tout ça là, sur le climat. C'est dans la salle. Donc, il faut connaître les mécanismes par lesquels on fait des démarches en dehors des États vers l'ONU et savoir comment est-ce qu'on introduit les documents à l'ONU. Il était important que je rappelle ce mécanisme-là, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que nous-mêmes, les journalistes, on a couvert beaucoup d'événements. Et on sait comment ça se passe. Donc, Dani Aïda, par exemple, c'est l'un de nos compatriotes qui a piloté longtemps le NDI. Et le NDI est impliqué dans plusieurs mécanismes de la paix, des conflits, de résolution des conflits. Il est resté longtemps en RDC, un grand pays en conflit. Avec les autres ambassadeurs, ils ont participé à tous les mécanismes. Ils sont rendus plusieurs fois à l'ONU. Donc Dani Aïda, par exemple, ne peut pas sacrifier 10 jours de son boulot, acheter un billet d'avion et aller dans les rues de New York pour admirer les immeubles. Parce qu'il n'a jamais vu les immeubles. Monsieur Placard, qui est un grand cadre togolais aux États-Unis, ne peut pas mettre en parenthèse ses activités pour venir se promener en veste dans les rues de New York parce qu'il veut regarder les immeubles. Il y a bien d'autres personnes qui les ont accompagnés. Et donc, c'est fort de ce mécanisme de saisie-là que ces grands frères-là ont aidé nos jeunes du M66 à aller déposer des documents. Ils ont sollicité des rendez-vous. Ceux qui sont disponibles les ont reçus. Ceux qui ne sont pas disponibles ont reçu leur courrier. Parce que ce sont des gens qui ont compris que partout le gouvernement togolais va aller pour dire que tu vas bien au Togo, eux, ils vont apporter la vérité. C'est le travail qu'ils sont allés faire. Vous avez vu Robert Doucet qui est parti dire que tu vas bien au Togo. Mais à partir du moment où vous avez un ministre des Affaires étrangères qui va dire que tu vas bien au Togo, si vous n'apportez pas une information contraire, par exemple les prisonniers politiques, les gens qui meurent en prison, les gens qui sont torturés, comment est-ce que les autres sauront que le pays ne va pas bien? Il faut apporter quelque chose de contraire. Et rassurez-vous que tous les documents que les pays ont reçus, ils vont les remonter à leurs dirigeants. Et c'est ce travail-là qu'ils sont allés faire. Il n'a jamais été question d'aller voir, voilà tous les courriers qu'ils ont distribués sur place. Je vous passe les images. Voilà tous les courriers avec les adresses de tous ceux qu'ils ont distribués sur place. D'abord, le mémorandum, donc, qui résume la situation politique de notre pays. Ensuite, la brochure dans laquelle tous les prisonniers, tous ceux qui sont en prison actuellement, qui ont fait l'objet de tortures, sont répertoriés pour montrer quand même à tous ces gens-là ce qui se passe au Togo. Parce que le gouvernement togolais, lui, il part à l'extérieur dire que tout va bien au Togo. Pourquoi nous, on n'apporterait pas la contradiction? Parce que le changement que nous voulons dans notre pays, c'est à la fois des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui vont contribuer au changement dans notre pays. Il faut que les deux facteurs soient réunis. Le changement au Togo, c'est à la fois des facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Vous avez un pays comme le Ghana qui reçoit énormément de réfugiés togolais, ou le Bénin. Ou bien il y a des Togolais qui sont au Ghana, qui sont recherchés par le régime. Si vous n'avez pas fait des plaidoyers, comment est-ce que les Ghanéens peuvent être de votre côté? Comment est-ce que les Béninois peuvent être de votre côté? Tout ça, c'est un travail d'information qu'il faut faire. C'est vrai que les gens sont informés par des bribes d'informations, mais il faut leur apporter les informations en profondeur pour que les gens sachent ce qui se passe. Le groupe des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est prononcé pour la libération de Kwacha. Qui les a saisis? Comment est-ce que ils se sont prononcés pour la libération de Kwacha à plusieurs reprises? Ils se sont prononcés aussi pour Aziz Goma, il fut un moment. C'est des gens qui ont fait un travail. Donc, ce travail de nos compatriotes pour aller sensibiliser
ces organisations qui étaient là pour l'Assemblée générale, tous les États où ils ont pu déposer les courriers ou ceux qui les ont reçus, est un travail énorme et un travail à saluer. C'est un travail qu'il faut saluer. Quand les gens prennent leur petit temps pour apporter quelque chose à la lutte, il faut saluer ça. De toute façon, celui qui fait quelque chose dans cette lutte, il est en avance sur celui qui ne fait rien. Si on croise les bras, on ne fait rien, on ne va jamais avancer. Il faut toujours faire quelque chose. Chaque jour que Dieu se lève, quoi qu'on puisse faire pour mettre en difficulté le régime, il faut le faire. Et c'est ce qu'eux, ils sont allés faire. Eux, ils sont allés faire ce qu'ils peuvent faire. Et le régime l'a bien compris. Le régime a bien compris que cette démarche, pour eux, est très embarrassante. Le régime a bien compris que cette démarche était très embarrassante. Au-delà de ce que les gens de leur bord ont raconté, le régime sait que c'est une démarche qui est très, très, très embarrassante pour eux. La preuve, ils ont sauté sur l'un des membres de la délégation. Ils ont sauté, ils ont arrêté à Lomé un membre de la famille de l'une des personnes dans la délégation. Ils sont allés enlever quelqu'un, un membre de famille de quelqu'un de la délégation pour le jeter en prison, alors que cette personne ne fait pas de la politique, ne se mêle pas de la politique. Pour casser le moral de cette personne, pour lui faire pression. Alors que le membre de cette... le parent de cette personne-là ne se mêle pas de politique, n'a rien à voir avec la politique. Ils sont allés dans la maison, ils ont cassé les choses, ils ont pris la personne, ils ont jeté carrément en prison, sans aucune forme de procédure. Parce que c'est cette personne-là qui est devant. Donc le régime a compris que cette démarche est très embarrassante pour eux. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à ce membre de la famille de cette personne-là. La personne même vous dira, au moment venu, comment est-ce qu'on a enlevé son parent et comment ils sont rentrés à son domicile, ils ont cassé les choses et ils ont amené directement la personne en prison. Donc, chaque jour, les gens prennent des risques pour le Togo. Les gens exposent leur famille pour le Togo. Les gens mettent en difficulté leur famille pour le Togo. Donc, ce ne sont pas des choses que nous devons minimiser. Si le pouvoir n'a pas mal par rapport à cette démarche-là, quel intérêt ils ont d'aller enlever cette personne, enlever le parent de cette personne et le jeter en prison? C'est ça la réalité, c'est ça ce que les gens subissent. Donc, nous devons encourager, être aux côtés, accompagner ceux qui font de leur mieux. Dani Aïda, qui connaît les rouages de l'ONU, le grand frère Plaka, qui connaît les rouages de l'ONU, plus d'autres personnes ont pris des vacances pour se mettre à disposition pour accompagner nos jeunes frères. Ils sont à féliciter. Leur démarche est à saluer. Parce que pour réunir toutes les conditions, pour faire chuter un régime, il faut sensibiliser l'opinion internationale aussi. Si demain, des mouvements commencent au Togo, que les pays soient suffisamment sensibilisés pour savoir comment ils prennent position. Il faut que les gens sachent qu'il y a des prisonniers au Togo, qu'il y a des gens qui ont été enlevés au Togo, qu'il y a des femmes avec enfants en prison, qu'il y a des gens qui sont torturés en prison, qu'il y a des gens qui sont morts, ils sont depuis qui sont là en prison. Tout ça participe à sensibiliser les gens. Ne pensez pas que le Togo c'est le Népal, ou le Togo c'est Madagascar. Chaque pays a son histoire. Chaque pays a son histoire et a sa trajectoire de lutte. Chaque pays a son histoire et a sa trajectoire de lutte. Là où certains peuples ont agi avec facilité, d'autres peuples ont agi avec beaucoup de difficultés parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Le Togo est l'un des rares pays en Afrique, après la Guinée, à avoir arraché son indépendance.
la France n'a pas offert l'indépendance au Togo. Hein. Les Togolais se sont battus pour avoir leur indépendance. Et c'est pour ça que le Togo, c'est 58. Les autres pays, c'est en 60. Et la France leur a distribué ça. C'est ça qu'on appelle les gens de août, là. Vous allez voir que tous les pays qui fêtent leur indépendance, c'est pendant le mois d'août. À partir de août, là, plusieurs pays francophones fêtent leur indépendance parce que la France leur a donné ça. C'est désengagé. Mais les Togolais, ils se sont battus par tous les moyens. Par des mouvements, par des grèves, par des pétitions à l'ONU et tout, pour arracher leur indépendance avant tous les autres pays. Après tous les autres pays francophones, c'est en août qu'ils ont eu leur indépendance. Août et début septembre. Les Togolais, c'est 58. C'est une histoire particulière. Donc, chaque pays a sa réalité. Donc, toute chose aujourd'hui, que qui que ce soit fait pour contribuer à fragiliser d'une manière ou d'une autre la dictature, il faut que ça soit salué. Quand Robert Doucet va dire, on va décortiquer tout à l'heure Robert Doucet, quand Robert Doucet va dire aux Nations Unies que tout va bien au Togo, si nous n'allons pas apporter la contradiction, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils vont dire que oui, les gens qui font des manifestations au Togo, c'est des bandits, c'est des fauteurs de troubles, c'est des gens qui sont de connivence avec les, je sais pas quoi, les terreaux. Si nous n'allons pas apporter les arguments contraires, qu'est-ce qu'on fait? Ce que les autres ont entendu, vont garder ça. Ils vont garder ça. Le cas de la Guinée est différent du Togo. La Guinée, c'est Sékou Touré qui a dit non à De Gaulle. Les Togolais se sont battus. Les Togolais, je parle, c'est les deux pays, j'ai dit les deux pays. Donc, c'est qu'en 8, Guinée, Togo, mais les Togolais, eux, ils sont allés au référendum. Mais le référendum n'a été que l'aboutissement d'une longue lutte. Avant que l'ONU ne dépêche Douin-Serville, la mission Douin-Serville au Togo, c'est beaucoup de sacrifices que les gens ont fait. Avant que la mission Douin-Serville n'arrive au Togo pour superviser les élections de 58. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est une bataille que les nationalistes ont fait. Sans relâche, avec tout ce qui s'est passé. Donc, la mission Douin-Serville que l'ONU a envoyée, ce n'est que la conséquence de toute la lutte, des pétitions que les Togolais ont menées et des visites que les Sylvanus et tout le groupement des nationalistes ont fait aux Nations Unies pour aller plaider la cause du Togo. Donc, il faut le savoir et le garder à l'esprit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'après 58, la France a décidé de punir le Togo. Parce qu'elle n'a pas distribué l'indépendance au Togo comme les autres pays. D'où l'assassinat de Sylvanus Olympio. Il faut connaître ça. C'est une longue bataille. Vous savez qu'avant les indépendances, il y avait la statue de Clémenceau à Lomé. Vous connaissez ça? Est-ce que vous savez qu'avant les indépendances, il y avait la statue de Georges Clémenceau qui était dans les rues de Lomé? Au niveau de, je ne sais pas comment on appelle ça, la rue qui passe dans la zone du commissariat pour aller vers la plage. Il y avait la statue de Georges Clémenceau qui trônait à Lomé. Et cette statue de Clémenceau, elle est aujourd'hui dans l'enceinte de l'ambassade de France. Quand vous rentrez, Clémenceau, Pompidou, c'est Pompidou, non, Pompidou c'est plus proche, c'est Clémenceau. Il y avait la statue de Clémenceau qui était à Lomé. Quand vous rentrez dans l'ambassade, il y a cette statue qui est à l'intérieur de l'ambassade. C'est les nationalistes qui se sont battus pour déplacer ça. Donc, il faut connaître aussi l'histoire de son pays et marcher dans les traces. Donc, que nos jeunes frères qui sont allés là-bas pour faire ce qu'ils ont pu faire, qu'ils soient salués pour ce dévouement. Et je pense que, autant que nous sommes, chacun essaye de son côté de faire quelque chose. Il y a ceux qui s'organisent pour saisir la Banque mondiale, pour saisir le FMI, pour saisir la BAD par rapport au cycle d'endettement dans lequel Fort est en train de plonger notre pays. Nous avons publié aujourd'hui un article sur notre page que vous pouvez aller lire par rapport à ce qui se passe au Ghana, où la Banque mondiale est accusée d'avoir aidé le gouvernement ghanéen à endetter le pays, est obligée de sortir un communiqué pour dire que c'est Nana Akufo-Addo qui a mal géré le pays, c'est pas eux, la Banque mondiale, qui sont responsables. Il y a ce débat actuellement au Ghana. Nous avons publié un article là-dessus. Donc, ces institutions financières, nous devons les interpeller aussi.
à l'image de ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU. On ne peut pas continuer de déverser de l'argent au Togo qui finisse dans les poches des dirigeants qui endettent le Togo pour 70 ans, 75 ans, 80 ans. Tous ceux qui peuvent faire ces démarches, même en dehors de MCC, ils n'ont qu'à le faire. Et nous sommes en train de nous organiser pour faire des démarches comme ça. Les gens qui sont en prison et qui sont là, désespérés, il n'y a personne pour porter leur cause. On va aller à Genève pour plaider. Ceux qui peuvent aller en Allemagne n'ont qu'à aller frapper les portes. Ceux qui peuvent aller au Quai d'Orsay, partout. Chacun essaie de prendre une partie du problème. Il va l'exposer là où ça peut mettre en difficulté le régime. Nos amis, les Dani Aïda, ils sont à DC aujourd'hui. Il y a des rendez-vous qu'ils vont prendre à Washington DC, au département d'État. C'est important. Le terrain, c'est ensemble que ça va mettre en difficulté le régime. Donc, nous avons l'obligation d'interpeller le PNUD, d'interpeller la Banque mondiale, d'interpeller le FMI, d'interpeller la BAD. Toutes ces institutions qui déversent des milliards au Togo, qui ne servent pas à réaliser les routes, les hôpitaux, les centres de santé, qui finissent dans les poches des dirigeants, que nous allons payer 30 ans, 40 ans, 60 ans. C'est ça la réalité de la lutte. Et parallèlement à toutes ces démarches-là, on continue de sensibiliser le terrain. Le jour où le terrain sera véritablement prêt, cette déflagration-là, elle va emporter tout le monde.